merci à vous d'être de retour. On continue de parler de la ville intelligente, la ville humaine, la ville partageuse, la ville sobre, responsable et durable. Quelques images, petite vidéo, et nos interlocuteurs, nos deux prochains intervenants vont entrer en scène. En una ciudad tan grande pasan cosas inesperadas, accidentes, enfermedades, imprevistos. That's not the reality of New York City. Tens of millions of people are seeking more. But if space is the problem, then it's also the remedy. Anyone from his home, from his office, from wherever they are, work together on the solutions that the city really needs. once we are all connected, There is infinite, boundless possibility. Ils vont me rejoindre au coin salon pour en parler. Carlos Moreno, professeur et directeur scientifique à Paris 1, la Sorbonne à Paris, qui converse avec Dominique Alba, directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme. Merci de les applaudir. Il paraît que vous êtes rodés, que vous avez l'habitude. Donc, en fait, je vais vous laisser converser tout seul, ce sera mieux. Parce que quand même, l'assistance est là pour vous avant tout. À tout à l'heure. Merci Audrey. Merci Audrey. D'ailleurs, du coup, on a eu une petite idée, c'est qu'on va échanger avec Carlos et ensuite, on vous propose de nous poser quelques questions, puisque vous avez écouté très sagement des choses absolument passionnantes et qu'on s'est dit que ça serait bien que vous puissiez intervenir aussi. Voilà. Très bien. Donc, on va effectivement échanger quelques minutes avant de vous donner la parole et d'échanger avec vous. Hein. Et Dominique Alba, donc, il est architecte. Il dirige l'Agence parisienne de l'urbanisme. Moi, vous connaissez aussi, donc, universitaire scientifique. Et je travaille avec la chaire à la Sorbonne, mais l'idée que nous avons en discutant maintenant, c'était de nous interroger et dialoguer. Et non pas sur nos métiers respectifs, mais un peu au-delà de ce que nous faisons chacun par rapport à la ville. Et donc, il nous est venu à l'esprit de dialoguer sur la manière comment on construit la ville, mais en sachant que le rôle de urbaniste, des architectes a beaucoup changé. On disait tout à l'heure en backstage, il y a 50 ans, la ville était planifiée. Il y avait un certain nombre donc, de régulations. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'hyperconnectivité, ça impacte la manière comme les villes se développent. Il y a ce qu'on appelle les big data, toutes ces données-là. Donc, on parlait avec Dominique, sans pas forcément toujours être d'accord, sur les régulations. Donc, quelle régulation pour la ville? Quelle régulation dans un monde qui, en 50 ans, a vu sortir des villes avec des urbains et qu'aujourd'hui, par rapport au big data et par rapport à la manière comme les nouveaux services et les nouveaux métiers s'est créé, globalement, quelle régulation pour des centaines de milliers de mètres carrés qui sont là. Il y a plein de centaines de milliers de carrés qui avaient un usage et qu'aujourd'hui, lui-même, il change. Des usages pour les voitures qu'aujourd'hui, on n'en veut plus. Des usages donc, pour des lieux dans lesquels on produisait, mais on ne produit plus. Des usages pour de bureaux dans des lieux qui ne sont plus de bureaux. Bref, donc, voilà. La régulation, donc, c'est un des sujets auxquels tu t'attaches intellectuellement aussi. Oui, merci Carlos. C'est vrai qu'en écoutant les intervenants tout au long de cette journée, puisque je n'ai pas eu la possibilité d'être là hier, tout d'un coup on voit beaucoup de gens qui agissent,
Et puis d'ailleurs, les pouvoirs publics ont été interpellés à plusieurs reprises en disant mais vous faites quoi pour tirer profit, je dirais, de cette action? Dans la table ronde consacrée aux déchets, je ne sais plus quel intervenant a dit le déchet est un actif dormant. Et un entrepreneur, un actif dormant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Bon, donc moi, je dirige une équipe de 90 personnes qui travaillent à l'échelle parisienne et métropolitaine. Donc on travaille sur 700 km². 360 millions de mètres carrés existent. Et on a à notre disposition des outils qui ont été fabriqués après la Deuxième Guerre mondiale, qui consistaient à organiser l'espace avec une production de logements, de bureaux, de commerces, d'activités et de services. Et aujourd'hui, c'est cet outillage qui organise la ville dans toutes ses composantes, qu'on soit au Havre, à Yvetot, à Mantes-la-Jolie ou à Paris. C'est le même plan local d'urbanisme, c'est les mêmes documents de cadrage, c'est le même schéma de cohérence territoriale. Et dans ces documents, on n'a pas la possibilité de donner la place à tout ce qui en fait est réalisé par les acteurs comme ceux qui se sont exprimés aujourd'hui. Et puis on a le sentiment qu'on nous agite la data comme étant le nouveau pétrole qui va nous donner des solutions magiques. Et là, je pense que vous aurez des questions, mais nous, on regarde ça en se demandant en fait de quel côté on doit aller. Est-ce qu'on doit continuer à s'occuper des mètres carrés ? Est-ce qu'on doit considérer la donnée? Est-ce qu'il faut qu'on essaie de réguler la donnée par rapport à un service? Et donc aujourd'hui, toutes les boîtes s'ouvrent et je crois que toutes les collectivités sont dans la même difficulté, tous les acteurs de la ville sont dans la même difficulté. C'est que pour accélérer en fait, le système de la mutation qui lui-même est très très bien, je dirais, consolidé, très bien innervé par les acteurs dont vous faites sans doute partie, puisqu'aujourd'hui c'était vraiment les entrepreneurs, on n'a en fait pas la possibilité de le faire. Ces deux systèmes qui sont l'un à côté de l'autre. On transforme des parkings en champignonnières, mais on n'a pas encore la stratégie pour réguler le stationnement d'une manière différente. On fait des toits plantés, mais on n'a pas encore la stratégie pour, par exemple, tous les fonciers qui sont sous-utilisés, les mettre directement à disposition de l'agriculture dans des situations plus confortables que des toits d'immeubles ou des sous-sols. Et des exemples comme ça, on pourrait en prendre beaucoup. On veut retraiter des déchets, mais on n'a pas à notre disposition les espaces dans lesquels, par exemple, on pourrait décomposer le bâtiment lors de sa démolition, ce qui permettrait éventuellement de recycler le déchet. Donc on est dans une situation où, en fin de compte, la ville, elle a toute la possibilité pour être smart, mais la boîte à outils qu'on doit utiliser, on doit la fabriquer. C'est juste je dirais la bulle dans laquelle on travaille. Dans cette réflexion me concernant, moi je me pose un précepte, une axiomatique qui a décliné une grande sociologue urbaine. Je vous invite à lire ses travaux. Elle a écrit un livre en 1992 qui s'appelle Global City Saskia Sen. Et il dit quelque chose qui est resté aujourd'hui, de mon point de vue, assez vrai, qui est que nous vivons toujours dans la complétude de la ville. C'est-à-dire que la ville, elle n'est jamais complète. Et que la ville, donc, elle se transforme parce que elle est finalement elle-même s'est posé des questions sur quelle est la ville elle-même, à qui elle appartient et comment on peut la transformer. Donc, je me permets de citer nos propos tout à l'heure, Luc, en aparté par rapport au Havre. Donc, au Havre est une ville qui m'a toujours intéressé. J'ai travaillé beaucoup ici à une époque sur la problématique d'alerte aux populations par rapport aux risques industriels, naturels, technologiques et chimiques, puisqu'il y a 27 sites Seveso juste en bas, donc avec des raffineries totales et d'autres. Et les processus lui-même de reconstruction de cette ville après la guerre, dont tu citais tout à l'heure, Auguste Perret, dont il y a un buste au 18e étage, les grands architectes qui a donc retravaillé le Havre. Et en fait, quand on regarde cette ville, qui est tournée vers le port, mais également il y a un arrière-pays aussi, qui présente des terres dont certaines ne sont pas cultivées, par exemple, ou qui serrées et qui sont maillées par des petites surfaces. Donc, quelle est dans cette notion d'incomplétude de la ville, la manière comme cette ville peut devenir plus administrativement ville, puisqu'on parle de regroupement, mais sans que les habitants considèrent donc que tout territoire dans lequel la ville s'est grandie est un territoire dans lequel je vais m'installer pour avoir mon pavillon, mon chien, ma piscine et mon barbecue. Donc ce qu'on appelle l'étalement de la ville. Voilà. Qui est
tout de suite automatiquement, big data ou pas big data, générateur des trafics automobiles, générateur donc de déplacements incontrôlés, et c'est ça l'incomplétude de la ville, versus donc une autre ville donc plus compacte, plus dense, qui offre de nouveaux services, et donc quel est le rôle de la planification des régulateurs qui en fait à un moment donné doivent donner un certain périmètre, et à mon avis également par rapport aux services, mais j'étais sans frémir. Oui, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je fais exprès, parce que si on est tout le temps d'accord, ça va être la fin de la fin, mais je sais que nous divergeons à un moment donné de nos propos. Ce qui est absolument fascinant et qui, je pense, fait qu'on n'est pas du tout devant un gouffre, mais au contraire sur des terres qui sont de plus en plus fertiles ou un terreau de plus en plus fertile pour ces questions urbaines. Moi, j'ai l'habitude de dire, on a des situations existantes, ce qu'il faut, c'est les améliorer dans ce qu'elles sont. Personne n'est coupable d'avoir envie de vivre de telle ou telle façon. C'est à la société de créer les conditions pour que ce soit possible. Donc si des personnes veulent vivre dans une maison, il faut qu'elles en aient la possibilité. Si d'autres veulent vivre dans un espace plus dense parce qu'elles ont des services à proximité, qu'elles peuvent tout faire à pied, il faut qu'elles en aient la possibilité. Ces possibilités, elles existent, on a construit énormément, donc on a tout ce qu'il faut à disposition. Je ne pense pas qu'on construise les choses en versant de l'opprobre sur certains modes de vie. Par contre, ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, c'est que grâce à la data, d'une certaine façon, on arrive à optimiser les situations et à dire, mais si toi, tu veux vivre dans une maison loin, il faut que par ailleurs, ton pavillon ait un vrai jardin qui absorbe l'eau. Par exemple, tu ne vas pas faire un sol avec une dalle en béton parce qu'on a besoin d'infiltrer l'eau et dans la ville dense, on ne sait pas le faire ou moins le faire. Ton pavillon, il peut être autonome du point de vue énergétique. Je n'ai pas forcément besoin de te raccorder à un réseau, donc je ne suis pas obligé de tirer le réseau jusqu'au pavillon, alors que dans la ville hyper dense, au contraire, je vais fonctionner en échange thermique entre bâtiments. Et du coup, nous, on travaille aujourd'hui à quelque chose d'un peu particulier qui essaie en fait de permettre aux deux systèmes de se mélanger. J'appelle ça de la planification normative à la planification inventive. Parce qu'il faut être prudent. La ville est un objet fragile. Le titre de cet échange, c'est « La ville est humaine ». Elle est humaine, absolument humaine. Et c'est en ça qu'elle est très fragile, mais elle est aussi capable de beaucoup, comme nous tous dans cette salle et ailleurs. Et donc, cette idée de planification normative et inventive, c'est de dire on a un cadre réglementaire et on peut coller au cadre réglementaire une nouvelle boîte à outils qui, elle, est constituée de nos capacités à faire les choses autrement. Et elles n'ont pas besoin d'être régulées, puisque la capacité à faire les choses autrement, elle change tout le temps. Je prends un exemple. Quand vous construisez un bâtiment, vous pouvez vous poser la question de savoir en quoi il est une ressource pour ceux qui sont déjà là, et en quoi ce qui est déjà là peut être une ressource pour ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez faire une boucle thermique? Est-ce que vous pouvez mutualiser des parkings? Est-ce que vous pouvez avoir des rez-de-chaussée, par exemple, pour des personnes avec des difficultés de déplacement et pas les étages? Enfin, on peut comme ça amalgamer plein de choses. C'est la même chose pour des petites entreprises, des PME. C'est la même chose pour du commerce. C'est la même chose pour une école qui va avoir un gymnase. Est-ce qu'il y a un gymnase à côté? Est-ce que je peux mélanger? Donc tout ça, c'est une mutation du système urbain dans son entité, ou dans son entièreté, je dirais, et ça veut dire qu'on garde le service, mais on en change la forme. Donc on garde notre base, mais sur la base, grâce à la data, grâce aux inventions des uns et des autres, on met des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, on garde la liberté de les changer quand on veut. On n'est pas toujours obligé de tout réguler, de tout normer. En tout cas, c'est nous quelque chose sur lequel on essaie de travailler et qu'on essaie de partager avec les élus. Alors, je reviens sur des accords par rapport, effectivement, au choix de chacun des vivres, ceux qui préfèrent une maison avec un chien et faire le barbecue, bien entendu, c'est leur droit. Et s'ils sont les cadres normatifs légaux qui les permettent d'avoir, c'est pas moi qui mettra un travers devant leur voiture, les bras en croix en disant ne dépassez pas. Bon, c'est une réalité. Mais moi, je considère, Dominique, et ça fait partie, on va dire, de ma vision par rapport à cette problématique, que quoi qu'il arrive, dans nos sociétés modernes d'aujourd'hui, dans les villes du XXIe siècle, l'étalement urbain est un fléau, puisqu'il a des effets systémiques qui sont très perturbateurs d'un écosystème, rien que toutes les problématiques qui sont d'amener la voirie. Donc quand on va amener les voitures, ça veut dire qu'il faut avoir une route, ça veut dire que cette route elle va être asphaltée, ça veut dire qu'on va imperméabiliser des sols, ça veut dire qu'on va mettre en place tout un accompagnement qui coûte cher, les rapports, les ratios,
donc entre pavillons et tous les services attenants pour que ça puisse être possible, aujourd'hui, ça a un coût plutôt très important, en termes financiers, en termes écologiques, en termes de CO2 et en termes d'utilité sociale. Donc je suis d'accord avec toi en disant que ces gens assument ce mode de vie, qu'ils soient raccordés de manière écosystémique, je veux bien, mais dans cette société moderne aujourd'hui, en 2018, quand on donne ces choix-là, force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. J'ai la pierre à personne. Il y a ici des amis qui sont promoteurs, certains que j'aime beaucoup, mais il est vrai qu'il y a une responsabilité, sans leur jeter l'opprobre, il y a une responsabilité du choix qui est fait de ce type de management urbain au détriment d'une agriculture urbaine, d'une autre qualité de vie qui peut être amenée. Et in fine, donc, face à des constats qui sont faits aujourd'hui, on parle de mobilité, moi je dirais que si on envisage donc des servitudes, il faudra, par exemple, rien que les problématiques de la voiture, changer les paradigmes, parce qu'aujourd'hui, la propriété privée existe et grosso c'est un droit, donc chacun amène sa voiture automobile. Mais d'autres modes de déplacement qui utilisent des big data, qui utilisent la manière de une autre conscience citoyenne par rapport au monde, ce qu'on appelle par exemple les transports à la demande, c'est-à-dire que je puisse avoir des lignes qui évoluent en fonction de la quantité des personnes qui sont là. Je n'ai pas le bus 42 qui fait 4 arrêts si je ne suis pas dans l'arrêt, je suis mort, ou dans les passages, je ne peux pas les prendre, mais toutes ces lignes-là qui se créent en fonction de la demande qui apparaît à l'instant T, et je fais appel à un parc serviciel qui me permet de me déplacer. Et moi, j'ai dit qu'il faut construire, tu connais mon point de vue là-dessus, ce que j'appelle donc les rayons de servitude, en disant, au-delà de X kilomètres, ça fait un quart d'heure, ça fait 20 minutes de déplacement, je maximise mes services pour que ça soit incitatif, pour que cette régulation devienne, ce que dit Edgar Morin, une autorégulation par rapport à la capillarité des services qui sont offerts. Si je rayonne autour de 15 km là, je vais créer donc des concentrations d'habitats qui sont maillés et qui, offrant à un quart d'heure de moi mes déplacements, je ne suis pas en situation de nuire à l'écosystème. Voilà. Mais cette espèce d'étalement urbain incontrôlé, où je décide d'aller à 90 km et donc je prends ma voiture pour venir travailler des 90 km jusqu'au centre-ville, oui, ça fragilise un écosystème qui est déjà extrêmement fragile et aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Mais là, grâce à la data et aux évolutions, si on parle de la mobilité, on a des tas de possibilités. Mais je pense qu'il est temps de vous passer la parole, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question de la résidence secondaire. Parce que l'étalement urbain, ce n'est pas uniquement la manière d'habiter dans la grande ville ou dans la. Enfin, ça peut être. C'est aussi d'autres dispositifs avec du sous-emploi ou du sous-usage de choses que l'on produit. On est quand même assez spécialiste de ça, je dirais, dans les villes françaises en particulier. En Suisse, on se déplace en train. C'est-à-dire qu'on a un étalement urbain relatif, on a des micro-centralités un peu partout. En France, on pourrait tout à fait les avoir. Et ça a beaucoup à voir avec l'agriculture. Si on avait cette discussion en aparté avec les personnes qui parlaient d'agriculture, avec le monsieur de Uber, à qui je disais que moi, j'étais très choquée par la publicité d'Uber qui considérait que grâce à Uber Food, on gagnait du temps parce qu'on n'avait plus besoin de cuisiner. Non, c'est une aberration. Mais si on ne cuisine plus, on n'a aucun intérêt à avoir des beaux paysages qui produisent une bonne nourriture. Donc les agriculteurs n'ont strictement pas d'intérêt à évoluer et à retrouver quelque chose qui nous plairait à tous. Thierry Marx le dit très bien. Il dit, pour qu'on ait une bonne agriculture et donc des beaux paysages qui représentent notre goût, il faut qu'on réapprenne à cuisiner et à partager le sens du goût. Voilà. On va donner la parole à la salle. Juste une anecdote. On va prendre 3-4 questions, je pense, voilà. Parce qu'on nous a donné un chronomètre de temps super dur, parce qu'on est les derniers à parler avant le bouquet final. On est vachement... Voilà. Juste une anecdote pour vous inciter à poser des questions. Par les tweets qu'il y a eu tout à l'heure concernant les interventions, j'ai reçu un message sur Messenger privé d'un agriculteur de la région qui m'a dit, voilà, je m'appelle Toto et je suis un éleveur de bovins. J'ai tant de kilos de viande par semaine, je les vends en général aux distributeurs. Je suis prêt, si vous m'aidez, à aller les apporter où vous voulez, sans intermédiaire, dans des conditions sanitaires qui respectent la loi, et aidez-moi à trouver des voisins qui seraient intéressés par ce type de maillage. Voilà. Donc c'était juste une réaction de quelqu'un de la région. J'ai trouvé ça intéressant que dans un forum comme celui-ci, un agriculteur par des tweets
m'interpelle en disant, enfin, m'interpelle, me propose en disant, aidez-moi à mailler mon business pour que justement je vous ai entendu sur les plastiques et tout ça, je vous amène de la viande, et si vous réunissez 15 personnes, je rentre dans mes frais, je gagne un peu d'argent. Voilà, donc c'était une question, maintenant de la salle. Question là-bas, je crois qu'il y avait un ou deux micros, on avait prévu, allez-y. Vous aviez levé le bras là-haut, non? Je ne sais pas, je me suis trompée? Bon, je me suis trompée alors. Est-ce qu'il y a des questions? Une autre question. On a déjà eu une d'un Normand, donc par Messenger. C'est pas grave, nous on va continuer. Hein. Voilà, il s'est levé là-bas. Ah, monsieur, donc la prochaine c'est une dame alors. On est assez pour la parité, nous. Ah oui, là, on est intraitable avec la parité, là. Merci beaucoup pour cette intervention. J'aurais aimé que vous développiez ou vous donniez des exemples sur l'utilisation de la data dans les villes. Et deuxième question, est-ce que la data peut et va être utilisée aussi dans ce que Guy lui appelle la France périphérique, ce qui serait totalement utile et redonnerait du sens à une connexion du territoire. Et est-ce qu'on en a la volonté ou la capacité? La capacité, j'imagine, et la volonté. Et développer aussi sur des exemples précis sur la data dans la ville. Toi, c'est ta spécialité, du coup, je vais répondre comme ça, je suis moins spécialiste. Je pense qu'il y a d'abord, il y a peut-être deux choses quand même à apprécier. Il y a la data et l'accès à la fibre. Donc, il faudrait déjà que tout le monde ait accès à la fibre et à la fibre puissante pour pouvoir décider de son mode de vie ou de se mettre en autoproduction chez lui ou de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services. Ce n'est pas le cas partout en France, ce n'est pas le cas partout en Île-de-France. Et de ce côté-là, il y a déjà une vraie inégalité. En tout cas, dans la métropole Grand Paris, les quartiers politiques de la ville sont moins couverts par la fibre que les autres quartiers. Donc déjà, ça pose le décor. Après, sur le fait d'accumuler de l'information, aujourd'hui, je pense qu'on est au milieu du gué, d'une certaine façon. Sur certains éléments, c'est primordial. Et en même temps, pour moi, en tout cas, ça fait partie des vraies questions sur lesquelles je pense qu'il n'y a pas de oui, ça sert à ça et non, ça ne sert pas à ça. Entre un endroit bien dessiné, joli, sur lequel on va mettre un peu de temps à se déplacer, et puis un système très désagréable, mais très efficace et très rapide qui sera optimisé par la data qui nous permettra de connaître les flux et du coup d'optimiser le réseau, je ne sais pas quel est le meilleur système. Parce que le plaisir, le bonheur, la beauté, ce sont des choses extrêmement importantes. Et ça, ce n'est pas la data. Et je pense que la relation au confort d'être change complètement le rapport au temps. C'est aujourd'hui ce qui est admis dans les transports, puisque l'idée, c'est de ne pas aller plus vite, mais d'aller mieux. Donc, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Il est clair qu'avoir une information sur les flux et les habitudes, ça permet d'optimiser un réseau, mais ce n'est pas pour autant que le réseau doit subir la dictature de la data. Il faut raison garder, ou je ne dirais pas raison, mais savoir garder un peu de plaisir. Je suis assez contente de voir que dans le schéma de cohérence territoriale qui est en train de s'écrire pour la métropole du Grand Paris, on a réussi à remettre un mot tout simple, qui avait disparu des outils de planification depuis les années 1920. En 1920, les outils de planification, c'était embellir, aménager, équiper. Après la guerre, on n'avait plus que aménager et équiper. Et là, on est en train de remettre le mot embellir, et c'est presque une réaction un peu par rapport à la data. Donc je ne réponds pas exactement à votre question, mais elle est là, cette source d'information, elle est géniale. Elle ouvre des horizons passionnants, elle permet de faire naître des tas de projets absolument incroyables. Le numérique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est lui aussi qui permet de faire beaucoup de choses. Et en même temps, il nous rappelle les choses essentielles dont on a besoin pour être bien. Et ça, je trouve que c'est important. Et c'était un peu ce que disaient les agriculteurs. On voit bien qu'on a des possibilités de faire absolument extraordinaires aujourd'hui grâce à ces systèmes numériques qui nous permettent sans doute de s'assurer du bien. Je vais répondre pas avec un exemple sur la data, il y en a plein, hein, sur la mobilité, sur la gestion des équipements urbains, sur la capacité à accéder à la transparence des gouvernances locales, sur la possibilité d'équilibrer des ressources énergétiques décentralisées. Tout ça, ce sont des lieux dans lesquels la data est présente, ou les big data, sur l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Tout ça, c'est même
très bateau, mais c'est des réalités qui aujourd'hui existent. Mais je vais répondre à la prolongation du changement de paradigme qui est évoqué Dominique avec mes mots. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour mettre l'homme au cœur du numérique pour que la ville qui devient aujourd'hui servicielle privilégie d'abord la qualité des vies. J'ai le plaisir et l'honneur de pratiquement toutes les semaines aider à une ville différente dans le monde et de discuter avec beaucoup de gens, comme ici, des maires, des présidents de métropole, des autorités de toutes sortes. Et je me suis attelé souvent à poser une question aux gens. C'est quoi le luxe pour vous, aux urbains? C'est quoi le luxe? Eh bien, on a très peu de temps, donc je ne vais pas vous poser la question à chacun de vous, mais croisant toutes ces informations-là, j'étais à Biarritz-Encore. Vous pouvez tweeter. Au congrès de la Fédération des maires qui font des événements. Et en réalité, ça se recoupe. Le nouveau luxe au XXIe siècle urbain, les temps, l'espace et le silence. Quand vous ramenez ces trois concepts à la vie urbaine, il faut avoir du temps, parce que la ville est anxiogène, nous sommes toujours pressurisés et pressés. L'espace, je ne parle pas uniquement de l'exiguïté, l'espace indoor, l'espace d'habitation. Je parle de ce qui va être objet tout à l'heure de la dernière conférence, l'espace public, les lieux de brassage, les lieux de rencontre, là où ce qu'on appelle un des return on collision, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on a des frictions qu'on appelle des frictions créative. C'est pour ça qu'il faut faire des villes dans lesquelles on marche. C'est pour ça qu'il faut récupérer l'eau. C'est pour ça qu'il faut fermer les autoroutes urbaines. C'est pour ça qu'il faut sortir les bagnoles des circuits urbains. C'est tout simplement pour permettre qu'un espace donne lieu à des rencontres humaines. Et le troisième, le silence. Parce que c'est le silence par rapport aux data, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui nous fait devenir des zombies geeks. Voilà. Et ce sont trois éléments majeurs. Quand vous rajoutez l'embellissement et l'aménagement, vous avez un programme politique qui va dicter une certaine vision urbaine, une certaine vision de la ville. Mais ce n'est pas la data qui vous guide. Ce n'est pas nous qui sommes asservis à la data ou aux apps. C'est nous qui décidons aujourd'hui, donc, de quelle manière nous pourrons créer ces espaces de vie, ces espaces de proximité. C'est pour ça, et Dominique le sait, que je plaide dans le monde entier ce concept d'hyper-proximité, d'hyper-maillage, et dans lequel les numériques sont au service de l'humain, parce qu'on peut recréer cette notion de voisinage, et cette notion de voisinage, elle est essentielle pour donner de l'humanité, même à des villes de 30 millions d'habitants. C'est exact, et c'est ce que moi je pense qu'on pourrait. D'ailleurs, on va s'arrêter. Je pensais qu'on allait leur donner 10 secondes de silence, mais on a déjà dépassé le temps de quelques secondes. Mais c'est pour consolider ce que dit Carlos. Il se trouve que le rôle qui m'est confié et l'équipe que moi j'anime, on a le droit de faire ça. C'est qu'on a cette possibilité, et je dirais qu'on a presque cette obligation. C'est un mot qui est souvent utilisé aujourd'hui, de retrouver ces fondamentaux qui permettent à toute l'expression citadine, je dirais, de trouver sa place dans un système qui, en fin de compte, a passé 40 ans à lui enlever, dans tous ses aspects. Voilà. On a fini parce qu'on n'a plus le temps. Merci à vous. Merci Dominique.